Bonjour, donc nous allons discuter de comment répondre aux objections contre l'augmentation générale des salaires. Donc nous allons commencer par l'objection les petites entreprises ne le supporteraient pas, c'est la première. La deuxième c'est l'inflation, c'est-à-dire on donne souvent l'exemple des augmentations de salaires obtenues après mai 68 qui auraient été annulées très rapidement par une inflation à 2 chiffres. La troisième objection, c'est le fait qu'une augmentation générale des salaires ruinerait la compétitivité de la France et augmenterait énormément les importations. Puis nous arriverons à la conclusion. Donc, première objection, les petites entreprises ne le supporteraient pas. Alors, les petites entreprises, il faut savoir de quoi on parle. Parmi les petites entreprises, les plus petites des petites entreprises, ce sont les entreprises sans salariés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les entrepreneurs individuels sans salariés. Eh bien, ceux-là, tout simplement, ce sont des gens qui vivent de leur travail et ils n'ont pas intérêt à ce que le travail soit bradé. Et donc, les plus petites parmi les entreprises, essentiellement des travailleurs indépendants sans salariés, sont les premières intéressées à l'augmentation des salaires. En effet, plus les salaires montent, moins les travailleurs indépendants sont confrontés à une concurrence déloyale de la part des entreprises qui, elles, ont des salariés sous-payés. Si je prends l'exemple d'un plombier, par exemple, si vous êtes plombier, qualifié, expérimenté, vous n'avez pas du tout envie d'être en concurrence avec une entreprise ayant des salariés qu'elle sous-paye, éventuellement, même s'ils sont aussi qualifiés que vous. Voilà, donc ça c'est une première catégorie de petites entreprises qui a tout intérêt, elle, c'est évident, à ce que les salaires montent, tout simplement parce qu'elle-même, cette catégorie-là n'a pas de salariés. Ensuite, parmi les petites entreprises qui ont des salariés, vous avez celles qui travaillent pour les grosses entreprises, la plupart du temps via la sous-traitance. Alors si on leur accorde le droit de payer leurs salariés moins que les grandes, on ne leur rend pas service. En effet, elles sont elles-mêmes en concurrence féroce entre elles pour obtenir les marchés de sous-traitance. Elles réduisent leurs prix et ainsi elles rétrocèdent cet avantage, entre guillemets, à leurs clientes qui sont les grandes entreprises. Enfin, une troisième catégorie de petites entreprises, ce sont celles qui ont des salariés et qui facturent directement aux consommateurs. Alors ces petites entreprises, qui ne travaillent pas pour les grandes, mais qui travaillent pour le grand public, elles ont donc des consommateurs qui sont, pour une grande partie d'entre eux, eux-mêmes des salariés d'autres entreprises. Ainsi, 90% de la population active en France est salariée. Et parmi ces 90%, 80% des salariés travaillent dans une entreprise de plus de 10 salariés. Ça signifie que quand on augmente le pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés, les petites entreprises trouvent une demande supplémentaire, donc les 80%, qui compense largement l'augmentation des coûts salariaux de leurs propres salariés, relatifs à leurs propres salariés. C'est ce qui s'est passé, par exemple, après juin 1968, après les augmentations de salaire obtenues en juin 68. On va y arriver, donc l'expérience historique. Donc déjà, on peut dire que toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que les revendications ne doivent pas se régler sur les prétendus besoins des petites entreprises. Au contraire, la mise en avant de ces besoins, entre guillemets, a toujours fait partie de l'argumentaire du grand patronat qui utilise ce prétexte dans son propre intérêt. Et donc, pour ce qui concerne 1968, les augmentations obtenues par les 9 millions de grévistes de mai-juin 68, donc pour mémoire, il s'agissait de plus 33% du salaire minimum et plus 10% sur l'ensemble des salaires, n'ont pas tué les petites entreprises en France. On verra un peu plus bas que
ça a été en fait permis un développement, par la suite un développement économique important. Enfin, effet supplémentaire pour les petites entreprises de l'augmentation générale des salaires, eh bien sûr, il n'y a pas que des salariés dans la population. On a parlé de la population active tout à l'heure, mais il y a aussi des retraités. Et parmi les retraités, ils vivent de quoi finalement? Ils vivent d'un revenu qui est un revenu de remplacement financé par les cotisations sur les salaires. Donc, augmenter significativement les salaires permettra de mieux financer les retraites et même de les augmenter, ce qui permettra aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des retraités, donc la demande à satisfaire par les petites entreprises. Voilà donc pour les arguments concernant les petites entreprises. Alors, on va passer à la deuxième objection, c'est la question de l'inflation. Est-ce qu'une augmentation générale des salaires serait rapidement annulée par une inflation importante qui viendrait annuler tout ce que les salariés auraient gagné? Et on nous cite souvent l'exemple de 1968. Or, c'est un exemple qui est faux, tout simplement. En 1968, et jusqu'à ce qu'elle soit supprimée par un certain Jacques Delors en 1982, on avait en France ce qu'on appelait l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire tout simplement les salaires étaient indexés, augmentés automatiquement avec l'inflation. Donc c'est faux. Certaines personnes vous diront que les augmentations de salaire obtenues en 68 ont été très rapidement annulées par l'inflation, c'est tout simplement faux. C'est vrai qu'il y a eu une inflation forte à 2 chiffres, mais les salaires ont suivi tout simplement. Alors bien sûr, il faut rétablir cette échelle mobile des salaires et en faire bénéficier les retraités. Enfin, troisième objection, une augmentation générale des salaires ruinerait la compétitivité de la France et augmenterait énormément les importations. Alors là, on va poser une question. A contrario, est-ce que la baisse du coût du travail, entre guillemets, a permis de réduire les importations? Parce que la question est importante, parce que cette politique de baisse du coût du travail, c'est une politique qui a été menée par tous les gouvernements depuis le milieu des années 1990. Tous les gouvernements ont eu pour politique d'alléger le coût du travail, c'est-à-dire de réduire les salaires. Là, il s'agit des salaires au sens large, c'est-à-dire la masse salariale, autrement dit les salaires et les cotisations sociales, y compris celles qu'on appelle à tort patronales. Au bout de 25-30 ans de cette politique, on en arrive au point aujourd'hui où sur un SMIC à temps plein, les contribuables financent 428 € par mois à la place de l'employeur pour compenser la réduction Fillon, sans parler du CICE et de la prime d'activité. Est-ce qu'on a observé une baisse des importations suite à ces politiques de baisse du coût du travail pour l'employeur? Aucune. Tout simplement parce que la baisse du coût du travail s'est traduite en réalité par une hausse du coût du capital. Les dividendes et les plus-values sur les actions explosent, ainsi que les frais financiers. Les prix à la production, eux, ne baissent pas. Donc la compétitivité, en fait, n'est pas améliorée par la baisse du coût du travail. Donc, pourquoi est-ce que la hausse des salaires, la hausse générale des salaires, réduirait forcément la compétitivité? Donc c'est la raison pour laquelle il faut inverser le processus qui a été mis en place au milieu des années 90, et il faut, au contraire de ce qui a été fait, augmenter le prix de la mise à disposition de la force de travail, c'est-à-dire des salaires, ce qui permettra de réduire le coût du capital. C'est lui qui coûte trop cher, c'est pas les salaires. Autrement dit, de réduire les profits par l'augmentation générale des salaires. Donc, en conclusion, on peut dire 3 choses. Donc, le SMIC est bien trop bas, le salaire moyen aussi, on va expliciter ensuite.
On peut dire aussi que la France va mal parce que les salaires sont trop bas. C'est le principal problème en France aujourd'hui. Et donc, par conséquent, il faut se battre pour obtenir l'augmentation générale des salaires. Alors, sur le SMIC, aujourd'hui, le SMIC est si bas qu'il ne suffit même plus à subvenir aux besoins d'une personne seule. L'existence de la prime d'activité, financée par les contribuables, en est la preuve. Cette prime d'activité se monte en décembre 2018 à 150 € par mois, et bientôt à 230 € par mois, pour une personne sans charge de famille. Est-ce que c'est aux contribuables de compenser la déficience des salaires? C'est une vraie question. Le salaire moyen s'est rapproché du SMIC ces 15 dernières années. Ce sont donc presque tous les salaires qui doivent être augmentés pour retrouver une échelle des salaires tenant compte des diplômes, des qualifications et de l'ancienneté. Alors cette question des salaires, elle dépasse. Elle ne concerne pas que les salariés, en fait, elle concerne l'ensemble de la société. L'augmentation générale des salaires et des revenus salariaux, c'est-à-dire les revenus de remplacement financés par les cotisations, à commencer par les retraites, est donc une nécessité absolue et d'intérêt général. C'est-à-dire pas seulement pour les salariés, mais pour l'ensemble de la société. Il faut en faire une priorité. Donc évidemment, la conclusion, il faut se battre. Il faut cette augmentation générale des salaires. Et donc c'est aux salariés de se battre pour l'obtenir. Et comment on obtient l'augmentation générale des salaires? Eh bien, ça s'obtient en se regroupant autour des syndicats revendicatifs, en capacité d'organiser la grève pour contraindre les propriétaires des moyens de production à céder une partie de ce qu'ils accaparent sous forme de profit. C'est-à-dire que les augmentations de salaire doivent être acquises en réduisant les profits. Donc c'est une lutte à mener avec les syndicats revendicatifs et par la grève. C'est comme ça que ça se passe. Merci de votre attention.